transmet un engouement, on transmet une motivation, et les images qu'on voit à Paris, place de la République, sont les mêmes qu'on va voir à Deido, Grand Moulin, 6000 km plus loin, et qu'on va voir à Yaoundé, Santa Barbara, 230 km plus loin. Donc c'est ça, en fait. Il n'y a pas de recette secrète, la recette, c'est la vérité. Notre ami Yamcha qui venait de parler tout à l'heure a dit quelque chose de formidable. J'ai beaucoup aimé. La carte des lecteurs est plus dangereuse qu'une balle. Cette phrase-là que tu viens de dire, cher Yamcha, mais elle doit être encadrée dans un tableau et accrochée au mur. La carte des lecteurs est plus dangereuse qu'une balle. Et d'ailleurs, il l'a dit à plusieurs reprises. En 1835, en France, il y a un essayiste, un analyste politique qui est allé aux États-Unis, à l'époque où la France était encore en train de bagarrer avec l'époque monarchique. Vous savez qu'ils ont renversé Charles X lors de la Révolution de Juillet, à peine 5 ans plus tôt, en 1830, et dont Alexis de Tocqueville, c'est le nom du fameux écrivain français, il revient en France et en 1835, il publie un livre intitulé, je cite, de la démocratie en Amérique. Parce que Alexis de Tocqueville a vu comment, aux États-Unis, le phénomène de démocratie était déjà très avancé. Ils avaient déjà plusieurs présidents, depuis George Washington, en passant par les James Madison et John Adams et autres. Donc il se dit, mais ce serait intéressant que chez nous, en France, on ait le même système parce que c'est très intéressant, avec ce mécanisme de suffrage. Et dans le livre, il dit, en d'autres mots, mais exactement ce que Yamcha vient de dire, il dit, je cite, « Le citoyen le plus misérable a, de par son influence, de par son bulletin de vote, la même influence sur le cours politique que le milliardaire le plus puissant. » Je répète, le citoyen le plus misérable a, de par son bulletin de vote, la même influence sur le cours politique que le milliardaire le plus puissant. Ça signifie qu'un citoyen américain comme Elon Musk, qui a plus de 350 milliards de dollars de fortune, compte pour le même nombre de voix qu'un bangando que vous trouvez sous les ponts du métro à Chicago. C'est une voix. Que tu sois milliardaire, que tu sois quelle que soit la couche sociale dont tu es originaire, c'est une voix uniquement. Et c'est ce que Yamcha vient de dire, ça s'appelle la piqûre de rappel. C'est-à-dire, si les gens ont oublié que finalement la plus grande révolution, c'est la révolution des urnes, il est temps de le leur rappeler. Maurice Kamto est cohérent et constant dans cette démarche. Il dit changement dans la paix et par les urnes, et tout ce qu'il fait va dans cette direction. Ce n'est pas comme certains humoristes et bisexuels politiques que vous voyez partout dans les réseaux sociaux qui vous parlent de révolution, de renversement militaire et qui ne lèvent pas le moindre petit doigt pour matérialiser la révolution militaire, le changement par la révolution ou que sais-je. Maurice Kamto a donné une méthode et tout ce qu'il fait va dans cette direction-là. On attend les élections d'octobre. La mobilisation des Camerounais à Douala, l'incroyable discipline que vous avez vue, c'est parce que le but des citoyens de la Renaissance n'est pas de se battre contre les policiers, ce n'est pas de renverser, je sais pas, c'est pas de bousculer une patrouille de police, d'entrer en clash et de tuer 2-3 gendarmes. Ah non, pas du tout. Le but, c'est au contraire de rappeler aux gendarmes que les gars, en fait, notre marche ici, c'est contre ceux qui vous ont envoyé et qui vous font subir en fait les mêmes choses que nous. Parce que même vous n'avez pas envie d'être là. La preuve, ils n'ont même pas eu la décence de vous donner de l'eau. Ils vous ont envoyé comme ça, comme du bétail, vous séchez sous le soleil, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, il y a les microbes dans doigt là, et au lieu de vous envoyer sécuriser la ville auprès des gens qui sont réellement dangereux, eux, ils vous envoient auprès des gens qui militent pour l'amélioration de vos conditions de vie. Donc en fait, notre message ici à vous les gendarmes, c'est de vous dire qu'on est en fait du même côté. Donc le but, c'est celui-là, et c'est ce que Maurice Kamto a demandé de faire. Il a dit à la place de la République, je ne vous ai jamais demandé rien d'autre que d'exiger le respect des lois. Le respect des lois, c'est-à-dire l'application de l'état de droit, l'application l'application de la loi dans des proportions équivalentes pour tous les citoyens. Si la loi dit que tel citoyen peut être candidat parce qu'il remplit telle condition, cela doit être valable pour tout le monde. Si la loi dit tel peut se réunir, cela doit être valable pour tout le monde. Si la loi dit déclaration des biens, tout le monde doit déclarer ses biens. Si la loi dit paiement des salaires à telle échéance, tout le monde doit être payé à l'échéance convenue. Si la loi dit publication de la liste électorale nationale, même les gendarmes votent, tout le monde doit donc être justement, enfin tout le monde, la publication de la liste électorale, ça concerne tout le monde. Donc, c'était ça le message. C'est pour ça qu'il n'y a pas de raison d'être surpris
de l'incroyable discipline qu'il y avait de la part des citoyens que vous avez retrouvés à Douala, à Yaoundé et ailleurs. Ils l'ont d'ailleurs appelé eux-mêmes en disant « même les niais souffrent ». C'est-à-dire une véritable piqûre de rappel aux gendarmes que, avant que tu ne me lèves la main dessus, avant que le discours du village, du clan, la protection du petit carcan familial, tribal, ne te monte à la tête et que tu te mettes à me museler, alors que moi-même je revendique l'amélioration de tes conditions de vie, réfléchis-y. Avant de faire ça, réfléchis-y. Et considère que oui, même le niais souffre, même toi tu souffres. Il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas d'autoroute entre Yaoundé et Douala, donc ça signifie que toi-même quand tu vas à Yaoundé en partant de Douala ou de Douala en partant de Yaoundé, tu risques de mourir dans une collision évitable parce que les routes ne sont pas assez larges. Quand on se lève pour marcher contre les délestages intempestifs, c'est pour que toi aussi tu puisses, quand tu rentres à la maison, tu vas regarder ton match de foot avec ton fils, ou tu veux, je sais pas, regarder un film avec ta femme, c'est pour que Eneyo ne vous fasse pas faux bon, etc., etc. Donc c'était ça le discours. Et ils ont appliqué, on a pris 7 ans à éduquer les Camerounais à les édifier sur les droits dont ils doivent jouir et sur les lois de la République dont ils doivent bénéficier. Et cela a fini par faire tache d'huile parce qu'avec le temps, ils ont assimilé à la lettre tout ce que nous étions donné la peine de leur mettre dans la tête. Nous avons des droits, nous sommes des citoyens et nous devons le réclamer. Donc quand quelqu'un sait où il va, il sait comment se comporter. Quand quelqu'un sort de chez lui en sachant ce qu'il va faire hors de chez lui, évidemment, il a une attitude exemplaire. C'est donc différent des illusionnistes qui vont vous parler de révolution comme si on claquait des doigts et le peuple sort de la maison, il mène la révolution et basta. Il n'y a pas de révolution sans formation idéologique. Il n'y a pas de révolution sans culture politique. Il n'y a pas de révolution sans motif de revendication. C'est pour ça qu'il faut lire, c'est pour ça qu'il faut se cultiver, c'est pour ça qu'il faut s'édifier, s'auto-instruire et qu'il faut discuter, parler politique, se construire politiquement. Ça fait que chaque fois qu'on a un policier en face, on sait quoi lui dire. Chaque fois qu'on a des autorités en face, on sait quoi lui dire. Chaque fois qu'on est une population, qu'on est une masse à l'extérieur de la maison, dans les rues, on devient un peuple parce que justement, on sait pourquoi. On s'est réunis tous ensemble et on a une cause commune et on défend la fameuse cause commune. Bon, c'est ça, là, toutes les instructions que Maurice Kamto a données aux Camerounais depuis 7 ans et même avant, et que nous nous sommes chargés de faire le relais pour justement disséminer cela partout où besoin est, en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant tout type de plateformes, pour que Maurice Kamto ne soit pas le seul à diffuser le message, à parler, pour que voilà, nous soyons justement les antennes de transmission. Donc voilà, le citoyen le plus misérable a la même influence sur le cours politique que le milliardaire le plus puissant de par son bulletin de vote. Et c'est notre credo, le changement dans la paix et par les urnes. Nous ne voulons pas qu'un seul Camerounais perde la vie dans cette lutte et nous ne voulons pas causer, nous ne voulons pas être à l'origine d'une flambée de violence qui peut-être n'aura même pas le résultat escompté. Les gens pensent qu'on va mener une révolution, on va aller à la guerre et Biya va tomber. Non, imaginez-vous lancer une révolution violente. Finalement, il y a des gens qui meurent et tout le tralala, et Biya se maintient au pouvoir. Vous entrez dans l'histoire comme des gens qui ont justement causé du trouble au pays et que bon, voilà, vous êtes des rebelles et on dira, finalement, ils ont été matés, tout est rentré dans l'ordre et un assassin notoire comme Paul Biya, un vil personnage comme celui-là, passera à la postérité comme étant un héros qui a maté la rébellion. Il n'est donc pas question de faire ça. Le MRC applique les lois de la République. Le MRC montre la fourberie du régime qui, lui, n'applique pas les lois de la République et c'est la conviction populaire qui génère le nombre et qui génère la force critique de contestation. C'est ça là qui va faire plier Paul Biya dans les urnes en octobre. Et pour la concrétisation de tout ça, on a donc invité les populations à cotiser dans notre fonds de campagne, à s'inscrire sur les listes électorales et à travers la cotisation et la force matérielle que cela nous aura donné, on pourra donc surveiller les votes avec nos scrutateurs et défendre ces votes-là. C'est la manière la plus probable, la plus réalisable, la plus empirique et la plus rationnelle de chasser Biya et la plus rapide d'ailleurs. Parce que là au moins on sait que si tout est fait dans les règles de l'art, Paul Biya n'a plus que 4 mois au pouvoir et c'est fini. Celui qui a une autre méthode doit déjà savoir aujourd'hui qu'il peut plonger le Cameroun dans un chaos qui va durer éventuellement de nombreuses années et qui ne va même pas aboutir. Je termine en disant pour notre frère Karen qui a été arrêté, qui est porté disparu à l'heure actuelle,
ce n'est évidemment pas une surprise, parce que même quand les choses se passent bien, il y a toujours une brebis galeuse qui va faire du zèle plus que de raison. Les brimades, les tortures, les mésaventures que nous subissons, quand bien même les choses se passent relativement bien, le fait qu'il y ait deux, trois policiers zélés qui vont faire n'importe quoi, ça matérialise un peu ce que le président dit toujours. Les heures les plus proches de l'aurore sont les plus sombres de la nuit. Donc maintenant qu'on est à deux doigts de la victoire, évidemment, le régime fait tout ce qui est possible de son côté pour museler, décourager. Ils avaient prévu de faire pire. C'est juste qu'ils n'avaient pas imaginé qu'il y aurait une telle ferveur populaire, une telle foule qui se réunirait. Vous avez vu les vidéos au départ de ce commissaire qui était en train en début de journée dimanche d'annoncer que rien ne va se tenir, rentrez chez vous et tout le tralala. Donc le plan c'était voilà de museler farouchement les 2, 3, 4 personnes qui allaient se présenter au siège ou à l'hôtel du président. Mal leur en a pris. Il y a eu une foule incroyable qui a finalement fait tomber les murs de Jéricho et qui a démantelé le dispositif ou qui les a conduits eux-mêmes à démanteler le dispositif parce que cette foule, cette ferveur, cette énergie positive que la foule transmettait était tout simplement inarrêtable. Mais le but au départ, parce que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir, c'était de museler, de brimer comme ils l'ont toujours fait. Donc c'est ça la frénésie d'un poisson que vous avez retiré de l'eau. Et l'image n'est pas farfelue. Vous prenez une sardine, vous l'enlevez hors de la mer, vous allez vous rendre compte qu'avant de mourir, elle va énormément s'agiter parce qu'elle étouffe, elle ne respire plus, donc elle va frétiller, elle va être plus violente qu'elle ne l'était au départ. Mais c'est la preuve que bientôt elle va se calmer. C'est un peu comme un bébé également. Quelques instants avant de dormir, le bébé est ultra agressif. Il vous griffe, il vous botte, il vous donne des coups. Et juste après, il tombe comme du n'importe quoi. C'est la même chose avec un organisme politique comme l'Ordre de 82 qui sinistre le Cameroun depuis 43 ans, maintenant qu'ils savent qu'ils sont aux portes de la sortie. Évidemment, ils sortent tout l'attirail. On a dépêché des escouades incroyables vers Douala ces dernières heures, comme si on venait, je sais pas, chercher Oussama Ben Laden, comme si on venait se battre contre une armée ennemie qui a envahi la capitale économique. C'est ça les signes d'un régime qui se dit « je vais déployer mes dernières forces dans la bataille et ça me permettra de subsister ». Or, en fait, c'est le signe qu'il va mourir. Ils ont fait de Kamto le véritable président de la République du Cameroun. Il est escorté comme un chef d'État. Il est, voilà, il bénéficie d'un blocus routier, c'est-à-dire on aménage le passage, comme ça il ne souffre pas d'embouteillage. Il arrive chez lui, est reçu par les corps constitués du parti MRC et par une foule incroyable, et tout ceci sans pain ni sardine ni aucune motivation pécuniaire. C'est lui le véritable président de la République du Cameroun. Dans les faits, il l'est déjà. C'est lui qui fait l'actualité. C'est même à lui que même le parti d'opposition, le RDPC réclame désormais des comptes pour tout et rien. On réclame des comptes à Maurice Kamto. C'est ça là, la renaissance. Ça ne laisse personne. De manière inconsciente, tout le monde a déjà fait de Kamto le premier président. On veut débattre avec ses militants, on veut débattre avec lui, on veut parler de son programme, on veut parler de sa vie, on veut parler de ses actions, on veut parler de ses paroles, on veut parler de ses interactions avec les Occidentaux. On l'entoure de policiers, de militaires. En fait, il est le président de la République du Cameroun. Il ne manquera que la formalisation en octobre prochain. Donc, je sais pas, j'ai entendu quelqu'un me dire bravo ou je ne sais quoi. Je n'ai rien fait, moi. Il faut dire bravo à ceux qui sont au pays. Vous voyez notre frère Karen qui a été arrêté ou qui du moins est actuellement, on ne sait pas où il se trouve. Ce sont ceux qui sont au Cameroun qui prennent de véritables risques que nous admirons, à qui nous devons tirer le chapeau. Le président fera à coup sûr, rassurez-vous, dans les prochains jours, une sortie où il vous exprimera votre reconnaissance parce que vous avez permis aux Camerounais d'espérer. Vous avez permis aux Camerounais de voir que non, les Camerounais ne sont pas une foule de jouisseurs qui ne s'intéressent pas à son avenir. Il fallait simplement qu'ils aient justement à la tête d'une formation politique quelqu'un qui peut leur garantir que si c'est lui qui arrive à la magistrature suprême, il peut améliorer leurs conditions de vie en appliquant son projet de société. Bon, c'est tout. Et maintenant qu'ils ont cette personne-là, petit à petit, ils se réveillent de leur longue léthargie et se mettent à faire des choses qu'on ne les imaginait pas du tout capables. Sortir, revendiquer leurs droits, sortir en étant convaincus que non, la loi m'autorise
manifester, sortir en disant aux policiers que non, ici, c'est pas comme ça que ça se passe. Je ne me lève pas et je signe un papier que je ne devrais pas signer, alors que la loi prévoit une autre procédure. Donc les Camerounais comprennent petit à petit que c'est pas parce que tu as un uniforme et une arme que de facto tu peux faire de moi ce que tu veux, décider du jour de ma mort. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc c'est un peuple éduqué, politiquement c'est un peuple cultivé, politiquement c'est un peuple mûr, et il va mûrir davantage, et le changement s'imposera de lui-même au travers de la masse critique, parce que quand un fruit est suffisamment mûr, on n'a pas besoin de le cueillir, il atterrit tout seul sur le sol, on n'a plus qu'à le ramasser et à le manger. C'est donc le fruit là que nous entendons ramasser en octobre, et s'il est suffisamment mûr, il est évident qu'il sera délicieux. Justement, monsieur Wilfried, on vous connaît plus d'ailleurs. C'est par là que quand j'ai essayé de me renseigner sur votre parcours, on vous connaît aussi comme étant panafricaniste d'ailleurs, un militant du panafricanisme. Comment comprendre, monsieur Wilfried, que les Nathalie Yam, les Alain Foucault, qui sont portés sur, qui sont intéressés, qui portent beaucoup leur regard sur les dictatures africaines et sur les gens qui ont conduit, n'est-ce pas, l'Afrique parfois à leur ruine, ne puissent pas évoquer la situation du Cameroun, notamment la présidence de M. Biaki qui a déjà duré assez longtemps. Comment comprendre ce comportement de ces gens qui ont d'ailleurs des origines camerounaises? Alors, la réponse elle est simple. Je vais te répondre en bon camerounais par une autre question. Rassure-toi, je vais y répondre moi-même. Quel est le point commun entre Wilfried Ekanga, Maurice Kamto et Olivier Bibo-Missac? Le point commun entre ces trois-là, c'est que dans cette lutte pour la Renaissance, chacun des trois a accepté de perdre quelque chose. Une chose différente, mais quelque chose quand même. Bibo-Missac a perdu de sa liberté, il est en prison. Maurice Kamto a perdu de sa tranquillité, il est muselé, il subit un opprobre incroyable, un manque de respect absolu, des calomnies, alors que c'est un grand juriste internationalement reconnu et qui pouvait se la couler douce quelque part à Monaco ou aux îles Fidji pour le restant de ses jours. Au clients ne les empêche pas de franchir l'aéroport de Nsimalen ou de Douala. Mais maintenant, quand il y a un rendez-vous important comme celui-ci, où il faut se battre contre l'état de droit de manière continue, parce que le combat pour l'état de droit, il n'est pas saisonnier. Si on viole les lois tous les jours, tu te bats tous les jours. C'est comme ça que ça fonctionne. L'état de droit, c'est comme quand on a kidnappé ton enfant. Le droit, c'est comme quand on a kidnappé ton enfant. Il n'y a pas un jour où tu arrêtes de te battre contre ton enfant. Tu te bats contre le kidnapping, de ton enfant chaque jour que Dieu fait jusqu'à ce que tu le récupères. Quand on cherche l'état de droit et l'équilibre des valeurs et des normes pour tout le monde, il n'y a pas un jour où on dit « je ne me bats pas contre ça ». Si tu peux critiquer la France tous les jours, si tu peux critiquer les États-Unis tous les jours, sois aussi capable de critiquer le Cameroun tous les jours. D'autant plus que la France, malgré leur barbarie, essaye quand même de jouer à un jeu, essaye au moins d'arrondir les angles en laissant un semblant de démocratie où tu peux encore insulter Emmanuel Macron et rester en liberté. Évidemment, on va te causer des ennuis dans d'autres secteurs, de gros ennuis même éventuellement. Tu peux même risquer ta vie. Mais quand même, ces pays utilisent un grand rideau où quand même tu as une fenêtre de tir où tu peux t'exprimer, où tu peux parler, où tu peux gronder même. Au Cameroun, cette fenêtre de tir, elle est beaucoup plus mince, sinon inexistante. Et justement, c'est ce qui fait que Alain Foucault, Nathalie Yamb. Je ne parle pas de Franklin Yamsi parce que il faut admettre que lui au moins il s'attaque de manière verticale à Paul Biya et lui au moins il a aussi sacrifié la possibilité de retourner au Cameroun un jour. Son problème c'est sa bisexualité politique doublée d'un narcissisme qui ne dit pas son nom, à gesticuler sur des trivialités du moi-je, me, myself and I, et à s'attribuer la paternité des combats qui existent bien avant lui et sur lesquels il n'a absolument pas l'ombre d'une quelconque utilité. Dont son défaut, c'est celui-là, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, c'est un panafricaniste, enfin du moins un résistant, stomaco-gastrique,
qui va là où le vent du gombo va le guider, mais qui, au moment où il est justement motivé par le côté pécunier d'une affaire, va y aller à fond, il va faire son job à fond, même s'il est capable la semaine d'après de soutenir exactement ce qu'il critiquait hier, voire de critiquer exactement ce qu'il soutenait hier. Son problème, il est à ce niveau, dans une bipolarité limite pathologique. Mais sinon, pour la dénonciation de Paul Biya, on va lui reconnaître le fait qu'il dénonce. Il n'y a que sa bisexualité politique qui peut le conduire demain, sans surprise aucune, à vous dire que Paul Biya est le meilleur des présidents. D'autant plus qu'il n'a pas compris l'angle de tir de Maurice Kamto qui dit que il ne va pas faire subir de quelconque sévice corporel à Paul Biya. Ce que Maurice Kamto sous-entend par là, évidemment, c'est que par la reconstitution des faits historiques de la gouvernance de Paul Biya, c'est l'histoire elle-même et les générations futures elles-mêmes et les livres académiques eux-mêmes qui vont condamner Paul Biya en affichant l'ignoble dirigeant qu'il aura été et en jetant son nom dans les poubelles de l'histoire. Maurice Kamto considère que c'est une punition bien plus noble, bien plus profonde et bien plus douloureuse pour Paul Biya que de le bastonner quelque part à Kondengi. Surtout que, à travers cette méthode de punition, Maurice Kamto gardera les mains pures et n'entrera pas dans l'histoire comme quelqu'un qui s'est acharné sur un vieillard de 93 ans. C'est quelqu'un qui a atteint ce qu'on appelle la transcendance politique. Il n'obéit plus aux petits caprices de quelques activistes qui vont baser la gouvernance sur la rancœur, sur le règlement de compte. Il ne va pas entrer dans l'histoire comme celui qui a fait comme Paul Biya a fait pour Ahidjo. Voilà, au point où Paul Biya, tellement obsédé par justement ses règlements personnels avec ses anciens adversaires, a oublié de construire le Cameroun. Donc c'est ça là, le problème de Franklin Yamsi, ouais, bisexuel, politique. Par contre, Nathalie Yam et Alain Foka, eux, ils ont le problème de l'incapacité à dénoncer Paul Biya comme ils dénoncent RFI, France 24, Alassane Ouattara, la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne. Et voilà, donc il manque, ce sont des gens qui ont une forte audience et qui manquent beaucoup à ce combat-là parce qu'ils ne mettent pas cette audience-là à profit. Un engagement où on a peur de mettre en péril sa carrière est un engagement partiel dont le peuple camerounais, de mon point de vue, peut gentiment oublier ses personnages et se concentrer sur lui-même. Le peuple camerounais n'a besoin de personne pour renverser Paul Biya, rien que de se mobiliser par les urnes et dans la paix en très grand nombre pour aller voter et pour surveiller les votes et pour défendre les votes le moment venu. La révolution ne dépend pas d'une personne, elle dépend de l'accumulation des forces de chaque personne qui constitue le peuple camerounais. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, comme dirait l'autre. Mais monsieur Wilfried, justement, en parlant d'état de droit, y a-t-il un article de la loi qui interdit, ou alors, qui veut que le professeur Maurice Kamto annonce, alors, font un communiqué selon lequel il va devoir se rendre à la maison de son parti. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, au regard de la manière dont le professeur Maurice Kamto a été séquestré à son lieu de résidence à Douala, ne pouvant pas se rendre à Dedo, il y a des gens au travers les communiqués pondus par le régime, soit disant qu'il aurait enfreint les règles, ou alors il aurait enfreint la loi. Y a-t-il un article de loi qui veut que le professeur Maurice Kamto, ou alors le professeur Maurice Kamto aurait-il enfreint la loi en ne communiquant peut-être pas, même si le professeur Maurice Kamto l'a martelé, qu'il a d'ailleurs donné son itinéraire au régime, est-ce que le professeur Maurice Kamto a outrepassé la loi? Dans un état de non-droit, les hommes intègres sont en prison. Dans un état de non-droit, les valeurs sont inversées. Dans un état de non-droit, c'est le bandit qui parle de la loi à l'homme innocent. Nous sommes originaires d'un pays où quelqu'un comme Paul Atanganji, pour entériner la fraude électorale en 2018, a fait venir ses amis, que personne ne connaissait même dans leur propre pays, qui se sont constitués en bandits internationaux et qui ont pris des badges de Transparency International pour nous expliquer que les élections s'étaient très bien passées. Et c'est Atanganji encore en liberté aujourd'hui, ce qui est évidemment une hérésie. Maurice Kamto ne viole aucune loi.
aucun texte de loi au Cameroun n'interdit à un opposant politique de se porter de rendre à son siège. Aucun texte n'exige du président d'un parti politique d'annoncer que il va se présenter devant ses militants à tel ou tel moment et de demander la permission. Ce n'est pas un meeting, ce n'est pas une manifestation publique, ce n'est rien du tout. C'est un leader politique qui déjà veut tenir sa réunion avec son directoire au siège de son parti, pas en pleine rue, pas sur la place publique. Encore que dans la loi du 19 décembre 90, il est précisé que les réunions publiques, quel que soit l'objet, sont libres. Donc même si ça avait été une réunion publique, elle n'est uniquement soumise qu'à un régime de déclaration et l'autorité selon la même loi du 19 décembre 90 qui reçoit la notification et la déclaration délivre automatiquement et immédiatement un récépissé. Voilà ce qui est écrit dans la loi du Cameroun pour les illuminés comme Luison et Somba ou encore comme Onanguine qui se souviennent de la loi uniquement lorsqu'il faut parler de mandat impératif et encore qu'ils ne maîtrisent absolument rien de cette loi-là ou du moins ils font semblant. Parce qu'il faut défendre le village, le clan et le vice-rectorat, pour ne pas dire le vice-rectum. Donc, le président national Maurice Kamto n'avait absolument aucun compte à rendre à Paul Biya. Il est revenu de l'exceptionnel meeting de Paris, où d'ailleurs tu as su monter la garde et tenir les mots qu'il faut dans ton discours. Laurent, je t'en félicite encore. Nous étions présents, on l'a vécu, c'était extraordinaire, sans compter le vent de diversité que tu as apporté à cet événement. Donc, Maurice Kamto n'a aucun justificatif à donner à quiconque. Il est venu, c'est un Camerounais qui arrive à Douala et la loi au Cameroun autorise chaque Camerounais à aller dans la ville de son choix, rester dans cette ville-là autant de fois qu'il le désire. S'il veut mourir là, il y meurt. S'il veut partir de là, il part de là quand il en a envie. C'est un droit absolu. Douala nous appartient. Même si tous les 20 millions de Camerounais, 25-30 millions décident d'aller vivre à Douala, c'est leur droit. Ils ont choisi Douala. S'ils n'ont pas d'affectation professionnelle obligatoire dans une autre ville, ils ont le droit de s'installer à Douala. Même si c'est tout le pays qui dit on s'installe à Douala, c'est leur droit. Il n'y a aucune raison de leur en empêcher. On est plutôt devant un régime de jaloux et de malades mentaux. Jaloux d'une part parce qu'ils ont vu la grande émulation à Paris et ils ne voulaient pas que ça se reproduise à Yaoundé parce que ça aurait fourni de très belles images sur lesquelles MRC allait capitaliser en disant mais regardez le soutien dont nous faisons l'objet et il allait encourager les Camerounais à aller s'inscrire et aller voter pour que le nombre qu'on voit de nos yeux ne soit pas simplement une foule de soutien mais également une foule d'acteurs politiques qui ont à cœur de transformer le Cameroun par les urnes et de renverser l'ordre établi. Malade mental parce que ce sont des gens qui nous ont donc dit pourquoi vous faites le meeting à Paris? Vous êtes des France-Africains, vous faites le meeting à Paris, pourquoi vous ne faites pas ça au Cameroun? Venez ici au Cameroun, on voit. Une fois qu'on arrive au Cameroun, les mêmes illuminés et obscurs mettent tout en œuvre pour empêcher le meeting de se tenir. C'est pour ça que les biéistes, quand on parle d'eux en leur décrivant ce qu'ils sont, pensent que nous les insultons. Or, nous ne faisons que lire la sociologie politique du Cameroun. Les biéistes sont des malades mentaux, tous. C'est-à-dire, on ne peut pas être mentalement en bonne santé et soutenir Paul Biya. Parce que c'est soutenir quelqu'un qui te dit pourquoi tu tiens ton meeting à Paris et qui ensuite t'empêche de tenir le meeting à Yaoundé. Enfin, même pas le meeting, qui t'empêche de tenir une simple rencontre à Yaoundé. À plus forte raison, le meeting. Ce qui est arrivé à Maurice Kamto aujourd'hui, c'est la même chose qui m'est arrivé en 2018 aussi personnellement. Ils font ça même aux militants les plus connus. Comme on a fait à Bibou Nissak, c'est-à-dire on l'a privé de liberté parce que c'est un communicant hors pair et on sait que priver le président de son porte-parole, c'est amenuiser la communication du MRC. Donc nous autres, avec André Blaise et Sama, qui nous soutenaient pour la campagne en 2018, on s'est vu interdire la tenue d'une conférence qu'on avait pourtant déclarée dans une pièce d'hôtel qu'on avait pourtant louée, payée, et alors qu'on était en période de campagne. Donc aujourd'hui, quand je vois des RDPcistes me dire « Viens parler ici au Cameroun », on voit, je réalise que j'ai en face de moi des malades mentaux, parce que quand nous autres nous étions présents, ils nous empêchaient de nous exprimer. De la même manière, quand Maurice Kamto quitte Paris pour dire « Bah ok, je suis donc sorti du france-africanisme pour devenir un Africain à 100%, je reviens donc à Douala pour que voilà les Camerounais soient les principaux destinataires de mon message pour évoquer justement les questions politiques du Cameroun
en terre camerounaise. Maintenant qu'il le fait, ils sont en train de l'empêcher de se déployer. Donc c'est une maladie mentale, le vieillisme. Le nombre de centres psychiatriques que la MRC va construire sera supérieur au grain de sable qu'il y a sur les bords de l'Atlantique, à Limbé. Donc voilà. En tout cas, pour Alain Foguet pour Alain Foucault, pour revenir donc au début de la question, et Nathalie Yamb, c'est simplement un double jeu, même pas une sorte de roublardise comportementale où on essaye d'effleurer un peu la politique camerounaise, mais juste assez pour que sa carrière personnelle et ses avantages personnels en termes de circulation ou d'autres types d'avantages ne soient pas mis à mal. Même s'ils soutiennent, peut-être Alain Foucault, peut-être soutient Camto intérieurement, mais il ne va pas ne compter pas sur lui pour se jeter pieds et poings liés, comme André Blaise et Sama, comme Xafran, comme Michel Ngacho, comme Karen, comme le Cancre d'Afrique, ou comme tous ceux qui sont au Cameroun. Ne comptez pas du tout sur eux pour se jeter de cette manière dans la bataille. Quant à Nathalie Yamb, même son soutien est ambigu. Elle ne soutient pas Maurice Kamto, elle critique Paul Biya. En fait, pour elle, ça dépend du temps qu'il fait. Elle est capable de se rallier à la cause de la résistance si Maurice Kamto renverse Paul Biya, tout aussi bien qu'elle est capable de vous dire que Paul Biya, est le plus fort et que Kamto a commis des erreurs si jamais Kamto vient à perdre les élections. Ce sont des gens qui sont très intelligents sur ce qu'il faut faire après, mais qui, quand on est en situation, n'ont curieusement pas de formule. C'est pourtant le moment pour eux de la donner. Quant à Franklin Nyamsi, en tout cas dans le cas du Cameroun, c'est un individu fondamentalement inutile. Monsieur Butanga, on sait très bien, dans le contexte jadis de la Côte d'Ivoire, lorsque les Nations Unies ont intervenu, on connaît très bien ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Récemment, on a eu une dénonciation faite par le professeur Maurice Kamto d'une convention signée entre ELECAM et l'ONU. Et on a eu également le tome 2 qui appelait également ELECAM à dénoncer la convention, le contenu de la convention. Alors, on a reçu à la suite de la dénonciation du professeur, le contenu de la convention, monsieur Elfé. Quelle est l'analyse que vous, qui êtes conseiller du président Maurice Kamto, qui est homme politique aussi, faites de cette convention au regard des élections qui s'annoncent très tendues au Cameroun? Les élections ne seront pas tendues si Paul Biya respecte les élections, elles ne seront pas tendues du tout. Si Paul Biya respecte le jeu électoral et respecte les lois de la République, les élections ne seront pas absolument tendues. Le code électoral a beaucoup de défauts, mais nous avons trouvé la parade qui est la surveillance du vote. On aurait bien aimé que le code électoral soit réformé, mais on se dit, en accumulant le maximum de scrutateurs possible et en organisant le processus de surveillance et de défense des votes, nous pouvons justement passer cette étape-là et une fois au pouvoir, on va réformer le code électoral pour que les élections puissent se tenir dans les règles de l'art, même quand il n'y a pas de scrutateurs, et aussi pour que davantage de personnes puissent voter en modifiant par exemple l'article 45 du code électoral qui fixe l'âge à 18 ans. Donc ça c'est d'un. Ça fait que si Paul Biya était un républicain ou le mendiant de la paix que ses soutiens présentent, on n'aurait aucun souci à se faire. Maurice Kamto l'a d'ailleurs réitéré tout à l'heure à sa descente de voiture. Le Cameroun va surprendre le monde. Tout le monde s'attend à ce que le Cameroun prenne feu, mais il ne prendra pas feu. D'ailleurs, nous l'avons prouvé. À Yaoundé comme à Douala surtout, les forces de l'ordre envoyées par Paul Biya avaient pour motivation première, au tout début, l'intention en tout cas de ceux qui les ont envoyés, de pousser la population à la faute, de les pousser à faire quelque chose qui allait faire que on allait utiliser cela comme un prétexte pour les museler, les embastiller et accuser Maurice Kamto d'être à la tête d'une insurrection. C'était ça l'objectif. Ce qu'on appelle le pharisianisme politique, l'art de guetter la moindre erreur pour s'en servir, pour s'attaquer contre un opposant politique. Ils ne l'ont pas commise et c'est comme ça que ça va se passer en 2025, en octobre, c'est-à-dire nous allons scrupuleusement respecter les lois de la République. Le régime,
dans sa nature, étant comme il est, va peut-être enfreindre les lois de la République en premier, et là seule l'histoire décidera de l'issue des événements. Mais quoi qu'il advienne, l'erreur ne viendra pas des acteurs de la Renaissance. D'ailleurs, aujourd'hui, la simple séquestration de Moros Kamto est une violation des lois de la République, et c'est pour ça qu'on aurait bien aimé entendre Louison et Somba, Magloire Rondois, Onanguiné et tous les criminels de l'éducation qui ont totalement perdu notre respect parce que pour défendre le village, pour défendre un peu de nourriture ou par crainte que les casseroles qu'ils ont soient dévoilées au grand jour, sont venus faire de la masturbation politique à la télévision en expliquant des choses qu'on n'explique même pas en première année universitaire, des choses comme quoi la loi ordinaire peut se retrouver en train de contrarier la loi fondamentale qu'est la Constitution, ou le fait qu'on peut partir d'un parti tout en restant membre de ce parti, en fait des absurdités qui font mal à nos oreilles et qui nous rendent tristes par rapport à ceux qui bénéficient encore des cours de ces gens-là là-bas au Cameroun, où voilà, Magloire Rondois qui fait de la philosophie à parler pour ne rien dire, alors que c'est un professeur de droit très respecté, très qualifié, qui a enseigné et qui a formé énormément de juristes au Cameroun. Donc on en est là dans la pourriture du tissu académique camerounais par des gens qui ont perdu tout sens de républicanisme. On aurait bien aimé les voir aussi dans justement l'analyse, conformément à la loi, des modalités de séquestration d'un homme dont le seul crime a été de descendre de son avion. Il était à Paris. On lui a dit qu'on lui a, il nous a trop manqué au Cameroun, c'est-à-dire vous lui avez dit pourquoi il est à Paris, il vous manque trop, il a donc dit bon ok, comme je vous manque trop, je viens. Mais une fois qu'il arrive, vous le séquestrez entre quatre murs, en violation de tous les textes de la République. J'aimerais bien voir ces gens nous expliquer quel est l'article de loi qui autorise une manœuvre pareille ou encore la déportation d'un citoyen vers Yaoundé. On est de facto dans un régime d'apartheid made in Cameroon, c'est-à-dire c'est la ségrégation politique pratiquée par Paul Biya. Et ça, l'histoire ne l'oubliera pas. Et ça, quand Kamto dit « je ne vais rien faire à Paul Biya », c'est justement parce que en parallèle, quand on va écrire nos livres d'histoire, les vrais livres d'histoire qui ne font aucune propagande, mais qui racontent point par point ce qui s'est passé, on se souviendra de Paul Biya comme celui qui a amené la ségrégation politique, l'apartheid au Cameroun. Donc c'est de ça qu'il est question. Maintenant, pour la Convention de l'ONU, on est un peu dans le même sillage. J'exhorte les Camerounais les uns et les autres à ne pas accorder le moindre instant de confiance à ce torchon, parce que c'est un torchon. Les missions des Nations Unies sont publiques, officielles, annoncées en amont et se font en concertation avec les différents corps politiques d'une république en perdition comme le Cameroun. On est dans un climat que tu as qualifié de tendu, les Nations Unies étant donc conscients que, évidemment, ça peut flamber à tout niveau, auraient eu la lucidité de venir de un à visage découvert avec les noms des émissaires concernés, de deux d'inviter toutes les forces politiques les plus en vogue au Cameroun, c'est-à-dire la principale force politique du pays, le MRC, et les autres forces politiques qui sont représentées à l'Assemblée. On aurait adjoint à la réunion des acteurs de la société civile, des membres du clergé, des membres de l'Église catholique et des membres notamment de... et des membres, par exemple, de, je sais pas comment ça s'appelle dans l'islam, en tout cas des imams et des chefs religieux de l'islam, des membres, voilà, et ainsi de suite. Et comme ça, on aurait, voilà, des journalistes et on aurait fait une entrevue publique qui aurait été filmée, ou du moins dont les conclusions auraient été exposées de manière conjointe à la télévision par tous les acteurs, les forces politiques dont je viens d'évoquer, que je viens d'évoquer. Là, on aurait su que oui, c'est une initiative de concertation, une initiative inclusive qui aboutit à une collusion entre justement les différentes forces politiques du Cameroun, l'organe électoral qui est ELECAM et l'instance internationale que sont qu'est l'Organisation des Nations Unies. Tout ce serait fait en plein jour, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est la vérité qui fait la force politique. Ce que vous faites dans les ténèbres, ce que vous faites caché, ce que vous faites dans les back-back ne peut pas aboutir à la paix. Donc ce qu'on a là, ce sont les amis de Philémon Yang et quelques petits bandits internationaux qui ont donc pris l'étiquette des Nations Unies, exactement comme Transparency International il y a 7 ans, qui sont venus organiser une mafia avec Paul Biya, un arrangement de gré à gré pour que
quelle que soit la fraude électorale, les Nations Unies, soi-disant, entérinent la victoire de Paul Biya et confirment en disant que oui, il a gagné les élections. On a d'ailleurs le patron, l'un des patrons de la gendarmerie française qui fait la tournée des pays africains ces jours-ci et qui s'est rendu actuellement au Cameroun pour discuter avec les pouvoirs publics du Cameroun en vue de l'élection présidentielle à venir. Et quelques jours plus tôt, on a eu l'ambassadeur de France Thierry Marchand, qui est un militaire et qui était en conclave avec Paul Atanganji. Je ne sais pas si l'ambassadeur du Cameroun, Magnus Ekumu, peut se retrouver avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, en France pour discuter des élections en France. J'aimerais bien que la bande de Zouaves qui nous présente son Paul Biya comme un panafricain, un souverainiste, nous explique comment c'est lui qui fait venir des Français tous azimuts pour que les Français viennent surveiller le processus électoral au Cameroun, alors qu'à côté, il y a Ibrahim Traoré qu'on pouvait y inviter, il y a Abdourahmane Chiani et consorts qui ont une nouvelle approche de l'Afrique et qui, voilà, peuvent nous aider justement à être plus souverains, même si nous c'est par les urnes et que eux c'était une révolution populaire, ils peuvent justement venir nous montrer comment on dit à la France, on dit aux occidentaux, aux impérialistes de ne plus nous écraser et nous piétiner le cou. Mais au lieu de ça, ce sont les bourreaux que Paul Biya fait encore venir. Dans ce document des Nations Unies est un torchon notoire. Vous ne l'avez d'ailleurs pas vu prendre position sur la séquestration de Maurice Kamto qui contrevient à toutes les dispositions de la Charte des Nations Unies. Vous ne les avez pas vus réclamer en amont la publication de la liste électorale nationale avant que le vote ne se tienne. Vous ne les avez pas vus réclamer que le Conseil constitutionnel décide s'il est compétent de juger Elekam ou non. Parce qu'il a renvoyé à la Cour d'appel et la Cour d'appel s'est déclarée incompétente. On est en plein vide juridique au Cameroun et c'est ça qui fait que quelqu'un qui n'a pas appliqué la disposition numéro 80 de la loi électorale est quand même en liberté alors qu'on est en cas de banditisme avéré. Donc c'est pas, comment dire, ce n'est pas quelque chose à prendre au sérieux, c'est le peuple camerounais contre le reste du monde. Gardez à l'esprit que tout est contre nous, tout le monde est contre nous. Les Nations Unies sont contre nous, la France est contre nous, voilà. Tout ce qui est instance internationale, tout ce qui est puissance étrangère est contre Maurice Kamto et contre le peuple camerounais. Les éléments, vous les voyez, ils se passent sous vos yeux, ça se passe en conclave. Récemment, j'expliquais le conclave comme étant la réunion qui se tient sous une porte fermée à clé, conclave, avec une clé. Et Monsieur Paul Biya a donc fait ses réunions à huis clos, derrière une porte fermée à clé, avec les instances internationales. On nous a seulement montré des photos, et après des petits discours qui ne veulent rien dire, de Thierry Marchand et autres, qui viennent vous faire de la littérature française, comme si quelqu'un avait besoin d'écouter ce qu'ils pensent du processus électoral au Cameroun. Tant il est vrai que eux, plutôt que de jouer les arbitres, ils ont préféré choisir un camp. Il n'y a rien à espérer de ces documents l'Europiana, rien du tout. Ce sont des torchons, c'est des papiers toilettes à jeter à la poubelle. Il ne faut pas y accorder le moindre crédit. Il ne faut pas leur faire confiance, car les modalités de rencontre entre les Nations Unies et les forces politiques d'un pays qu'on cherche à pacifier, ces modalités-là n'ont absolument pas été remplies. C'est un gang de malfrats qui s'est réuni avec un autre gang de malfrats qui règne sur nos têtes depuis 43 ans pour organiser quelque chose contre le peuple camerounais, chacun selon ses intérêts. Les uns pour se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam, les autres pour garder leurs avantages économiques, politiques et géostratégiques sur le Cameroun, ad vitam aeternam également. C'est le peuple camerounais contre le reste du monde. C'est ça la feuille de match pour le rendez-vous d'octobre qui est à venir. Justement, et pour les mois qui vont passer, ils nous invitent à nous préparer justement à cette configuration-là. Justement, Monsieur Wilfred, en parlant du tous contre un ou du tous contre nous, comment comprendre que la quasi-majorité des opposants politiques qui, normalement, devraient s'exercer ou alors accompagner le professeur Maurice Kamto dans la dénonciation du non-respect des lois, se sont tous mobilisés du côté du RDPC pour faire front face à un candidat de l'opposition qui, lui, tient tête et reste debout face à l'oppression et au rouleau compresseur de l'État, du gouvernement. Tu peux répéter la question? Comment comprendre, dans la logique du tous contre un ou du tous contre nous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce sera le peuple camerounais contre le reste du monde. Comment comprendre que ceux qui devraient normalement être rangés du côté du professeur Maurice Kamto
pour l'accompagner dans la dénonciation du non-respect de la loi et du code électoral, se sont plutôt rangés du côté du régime et sont en train de tirer à balles réelles sur le candidat qui fait sans doute l'unanimité dans l'opposition. Parce que le peuple camerounais veut un partage équitable de la richesse nationale. Le partage équitable de la richesse nationale signifie la fin des gros privilèges. Évidemment, on n'est pas un pays communiste où tout le monde aura le même montant dans son portefeuille, mais on veut ce qu'on appelle un minimum de justice sociale, le minimum des infrastructures hospitalières, routières, voilà, pour chaque citoyen, même le plus démuni, et la possibilité justement pour chaque citoyen de faire prospérer son talent pour que s'il devient millionnaire, c'est par la force de ses talents, de ses atouts et non parce qu'il aurait été avantagé par rapport à un autre citoyen. Et aussi évidemment l'exploitation du potentiel minier, humain, énergétique du Cameroun pour le bien des Camerounais. A contrario, les instances internationales travaillent pour les dirigeants de leur pays impérialiste. Et ils aimeraient bien, ils officient un peu ces instances comme des chambres de commerce qui font du lobbying entre justement nos dirigeants et justement les dirigeants de leur pays pour justement certaines concessions, certains positionnements sur le plan des minerais stratégiques, sur le plan du positionnement géopolitique, sur le plan voilà global de nos différentes ressources et de nos différentes potentialités. Donc, c'est ce jeu-là que ces instances font. Elles n'ont jamais été du côté du peuple, ça ne les intéresse pas. Et aujourd'hui, donc, le peuple doit réaliser qu'il est seul face à tout ce cartel, un cartel au sein duquel coule d'ailleurs énormément de finances, énormément d'argent, parce que c'est le principe même du gré à gré. Ceux qui ont besoin d'argent, on leur en donne. Ceux qui, en échange d'argent, ont besoin d'un positionnement, d'un accès à certains avantages, certaines préférences ou certaines ressources, on les leur accorde également. Le peuple camerounais actuellement n'ayant pas encore le pouvoir et n'ayant pas donc les ressources entre les mains, ne pouvant pas accorder, ne pouvant pas offrir de monnaie d'échange à nos amis internationaux qui débarquent sur notre pays, ils préfèrent bon marchander avec justement les tenants du pouvoir, même si le dirigeant actuel a 93 ans. Dans le cas de la Libye, par exemple, ça s'était passé autrement parce que le dirigeant actuel, en exercice, Muammar Kadhafi, ne leur accordait pas justement la part belle sur ses ressources naturelles ou sur ses avantages géopolitiques, base militaire, positionnement sur la Méditerranée, ressources naturelles, ressources pétrolières, conformité idéologique, politique, soumission politique, il ne le leur accordait pas. Et donc, du coup, on s'est plutôt allié du côté des oppositions et de quelqu'un qui avait été donc moulé, justement, au moule des impérialistes. Je pense notamment à monsieur Haftar, le général Haftar, qui venait des jupes de la CIA, où il avait d'ailleurs séjourné une vingtaine d'années près des locaux de la CIA à Langley, aux États-Unis. Et là, c'était, dans ce cas de figure, évidemment, une manœuvre différente où les Nations Unies, soi-disant, c'est-à-dire le mandat onusien qui avait accordé à Nicolas Sarkozy, au Premier ministre britannique et à Barack Obama, la résolution 1973, en fait, les Nations Unies avaient en réalité pour mission, enfin pour objectif, quand je dis Nations Unies, je pense à la coalition que je viens d'évoquer, au triumvirat France, États-Unis, Grande-Bretagne, avait en fait pour mission de déloger quelqu'un qui devenait un peu trop encombrant, un peu trop libre, un peu trop têtu, qui avait trop de velléités émancipatoires, et voilà, et de mettre à la place quelqu'un qui allait se conformer davantage comme l'avait fait le roi Idriss Ier avant Muammar Kadhafi. Donc c'était un peu ça. Mais dans le cas du Cameroun, c'est différent. Vous avez quelqu'un qui vous dit je vais sortir du CFA. Vous avez quelqu'un qui, sur la place de la République, a dit qu'il faut soutenir les pays de l'AES et qu'il faut même encourager les dirigeants sénégalais à bien faire parce que si on ne les encourage pas et qu'on les décourage, ils peuvent se braquer et continuer justement le chemin qu'ils ont emprunté. Il faut plutôt les encourager à bien faire parce que ils reviennent de loin et c'est compliqué pour eux de se rallier comme ça du jour au lendemain à l'idéologie des pays comme le Niger, le Mali et le Burkina Faso et que c'est un processus progressif. Évidemment, la France, l'establishment c'est-à-dire n'apprécie absolument pas cette posture, d'autant plus que Kamto poursuit en leur disant que la souveraineté faisant partie des attributs minimaux
d'un État dans ses relations publiques ne devrait déranger en fait personne. Et que pourquoi ça vous énerve de parler, que nous parlions de souveraineté. Tu étais sur l'estrade à la place de la République, Laurent, dont tu as bien entendu tout ce que je suis en train de dire. Ces paroles-là font don de Maurice Kamto aux yeux de la France, aux yeux des impérialistes de manière générale, un no-go absolu. Il est hors de question qu'ils prennent le pouvoir. C'est pour ça que vous n'allez pas les voir prendre position sur son sujet. Vous n'allez pas les voir faire un statement et dire à Paul Biya que comment tu peux séquestrer Maurice Kamto. Vous n'allez pas les voir. Voilà. Cela ne s'est passé qu'à une seule occasion, lorsqu'il y avait le grand sommet à Lyon qui réunissait de grandes personnalités et des dirigeants à travers le monde. On avait des Bill Gates, on avait voilà de grands noms. Emmanuel Macron était obligé pour faire joli et pour ne pas se taper la honte à l'international en invitant Paul Biya, il était obligé de dire à Paul Biya, tu vas libérer Maurice Kamto parce que voilà, faut pas que je sois en difficulté là-bas et qu'on me dise que mais comment tu invites ce type qui a séquestré son principal opposant. C'est tôt, sinon Maurice Kamto sera resté en prison jusqu'à ce que autre chose ait lieu. Bon, c'est ça là le Cameroun face au reste du monde. Il n'y a rien à espérer de personne. C'est pour ça que depuis, vous ne nous entendez pas évoquer qui que ce soit. On ne fait que parler aux Camerounais en leur disant qu'à part vous, personne ne réalisera nos rêves. Et le président l'a dit quand il dit ce sera entièrement la faute du peuple camerounais si les choses ne changent pas. Ce n'est pas une accusation, évidemment. C'est une manière de dire vous avez le pouvoir de faire changer les choses. Nul ne peut vous en empêcher et que si cela ne survient pas, c'est que vous-même vous avez décidé de choisir Paul Biya. C'est-à-dire c'est un choix, mais il faudra l'assumer. Parce que si Paul Biya se maintient, c'est parce que le peuple camerounais, 30 millions de personnes auront décidé que bon, on va pas se mobiliser en quantité suffisante et en qualité suffisante pour renverser Paul Biya. On laisse faire et les choses continuent. C'est une exhortation et un rappel simplement de fait en disant c'est vous, le pouvoir est entre vos mains. Vous avez la possibilité soit de l'arracher des mains de Paul Biya, soit de le laisser entre les mains de Paul Biya. Quelle que soit l'issue en octobre 2025, ce sera grâce ou à cause du peuple camerounais. Si le peuple camerounais, si on chasse Paul Biya et qu'on dit c'est grâce à Paul Biya que le peuple c'est grâce au peuple que Paul Biya a été chassé, il n'est que logique, si Paul Biya se maintient au pouvoir, qu'on dise que c'est parce que le peuple ne l'a pas assez giflé pour l'éjecter du pouvoir qu'il s'est maintenu. Une simple question de logique. Alors, Monsieur Wilfried Kanga, pour sortir peut-être pour moi la dernière question avant votre mot à tous ceux qui nous écoutent et au peuple de la résistance, vous qui êtes parfois si près du professeur Maurice Kamto, nous connaissant la pression qu'il peut recevoir, non seulement d'un peuple qui compte énormément sur lui, et la pression de l'autre côté d'un gouvernement qui est en train de dérouler un rouleau compresseur sur lui, comment est-ce que des fois vous le sentez? Parce que il a toujours le pouls au top, ou parfois il a le moral, il faut remonter. Alors, avant de répondre, Yes Lodon qui dit que je n'ai pas compris la question. J'ai pas compris ta question de tout à l'heure ou c'est vrai que je t'ai demandé de le répéter, mais est-ce que je n'ai pas compris la question dans la réponse ou quelque chose m'est échappé? Parce qu'en fait, non, je crois qu'au niveau, il parle comme j'ai localisé ça, genre, je parlais principalement des opposants au Cameroun qui se sont des opposants, d'accord. ligués du côté du gouvernement contre le professeur Maurice Kamto. Comment comprendre leurs agissements et du fait qu'ils ne dénoncent pas le nom de la loi, mais dénoncent plutôt la méthodologie et la manière. Ce volet-là m'avait échappé. En fait, pour les opposants, c'est simplement de la jalousie. La jalousie provient de l'incapacité. Les opposants politiques au Cameroun, normalement, ne devrait y avoir aucun point de discorde avec Maurice Kamto. Tout le monde s'accorde sur le fait, en principe, que Paul Biya est un misérable personnage qui torture, muselle, voire tue ses opposants politiques, dont normalement tout le monde devrait avoir envie, devrait être animé de l'envie de le chasser. Sauf que la tyrannie fonctionne aussi avec énormément de séduction. La méthode violente est le dernier ressort des tyrans, contrairement à ce qu'on pense. La principale méthode des tyrans, c'est la ruse et l'achat des consciences. On n'a pas torturé Onangimi, ni Magloire, Mbouani, Luison et Somba. Soit on te stoppe ta carrière, ton avancée,
soit on t'achète avec justement certaines avantages. Nous étions après le meeting quelques jours plus tard à Paris avec le professeur Abba Oyono. On a énormément discuté de ces choses. Bon, j'étais moi-même au Cameroun pendant la campagne en 2018. J'ai retrouvé mes frères Bandakani, Jean de Dieu, Momo, qui avaient totalement vrillé, qui étaient devenus méconnaissables alors que nous avions travaillé ensemble sur Afrique Média et que c'était des gens pour qui Paul Biya représentait la dernière chose dans l'univers. C'est parce que voilà, un peu d'argent a circulé, les pancréas ont été remplis et du coup, voilà, les consciences ont été achetées, la conviction s'est effritée comme un château de poudre. Et donc, du coup, on a ce type de personnage là-dedans. Il y a énormément d'achats de conscience des gens pour qui le militantisme n'était pas assez solide pour résister il y a 10, 15, 20 millions ou voire moins, ou simplement une promesse d'ascension professionnelle. À côté de ça, il y a la jalousie des gens qui auraient bien aimé avoir l'avis de Maurice Kamto comme Franklin Yamsi, bisexuel politique, il aurait bien aimé, c'est-à-dire c'est un opposant à Paul Biya, mais qui trouve dommage que ce n'est pas lui qui est en première ligne dans le chassement de Paul Biya, qui trouve dommage que ses agitations soient un non-événement, et du coup, par rancœur, par acharnement, il désigne pour co-adversaire Maurice Kamto lui-même, et il veut s'attribuer la paternité de tout ce qui est émis comme initiative au point de tomber dans un ridicule les plus inouïs. Donc c'est ça. Il y a beaucoup de jalousie, tu vois, des gens qui te parlent de la coalition de l'opposition, mais qui bizarrement ne font pas de coalition quand le MRC ne va pas à la coalition. Or, on aurait bien aimé voir des coalitions se former sans le MRC pour que on montre aux Camerounais que ben voilà, le MRC est le seul qui ne veut pas aller à la coalition. Mais là, on réalise que non, en fait. Quand nous, on dit qu'on ne part pas à la coalition, eux-mêmes entre eux sont incapables de faire la coalition. Le but de la coalition est donc de noyer le MRC derrière leur roublardise politique et de s'afficher en éternel second. Vous avez Joshua Oshi qui se sent très bien dans le rôle du second, même si ces sorties de ces derniers temps ont été plutôt en notre faveur, plus ou moins relativement, on va relativiser, mais quand même. Mais en fait, voilà, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas comment il fait pour s'imaginer il y a un seul instant qu'il peut renverser Paul Biya. C'est impossible. Normalement, il est censé le savoir. Voilà. Mis à part quelques anglophones encore se reconnaissant du SDF, il n'y a pas grand monde qui votera pour Joshua Oshi aux élections en octobre 2025. C'est une pure perte de temps. C'est valable pour Tomaino Ndamjoya, c'est valable pour tout le monde, y compris pour Cabral Libi du PCRM, dont on ne sait pas exactement si c'est lui le président du parti ou si c'est Robert Kona, y compris l'UPC qui est tout autant divisé en deux. En fait, tout le monde devrait savoir que le meilleur choix c'est le MRC, mais l'achat des consciences, la jalousie et voilà, le cocktail de l'achat des consciences et de la jalousie aboutit à une sauce perverse qui fait que la seule chose que les fameux opposants devraient faire, ils ne le font pas. On a vu Jean-Michel Nietzsche qui, en toute rationalité, vous dit que oui, moi je suis opposant à Paul Biya et il est évident que Maurice Kamto représente la seule chance de renverser Paul Biya. Donc, on va justement se rallier derrière Maurice Kamto. L'adversaire lui-même a déjà désigné la principale menace. Quand on regarde, petite parenthèse pour Nathan, Monsieur Nathan, quand il écrivait la Constitution, tu n'étais pas né. Alors, je vais te faire un petit cours d'histoire politique parce que tu en as besoin. C'est par amour pour toi que je le fais. J'espère que tu diras merci en commentaire. La fameuse Constitution, je pense qu'elle a été revue en 2008. Vu que j'ai 34 ans, je pense qu'on est déjà né en 2008. Quand on a 34 ans en 2025, ça c'est d'un. Et le projet de modification de la Constitution porté par l'ancien Minad Marafa Amidou Yaya, c'était le projet numéro 819/PJL/AL de la session de mars 2019. Quand on est un inculte en politique, on se tait et on apprend. J'espère que maintenant tu as les détails que tu n'avais pas. Tu peux d'ailleurs aller consulter dans les archives de l'Assemblée nationale la mouture originale de cette réforme constitutionnelle et tu verras que tout ce que je te dis, c'est exactement ce qui s'est passé. Ne vous agitez pas dans l'ignorance. Apprenez à vous taire et à prendre un stylo et un papier, vous notez des leçons, vous en sortirez grandi. Donc voilà, si tu veux ne me remercie pas, au moins je l'ai fait de bon cœur. Maurice Kamto vous aime irrémédiablement, moi aussi. Et le rôle, justement, des politiciens de première ligne comme nous, c'est de sortir les incultes politiques de leur inculture et de faire d'eux des citoyens politiques accomplis et mûrs dans le domaine.
Donc voilà, cher Laurent Pianin, à l'instar de ce cher Nathan, c'est justement beaucoup de jalousie et beaucoup d'aigreur de personnes qui, au lieu de s'insurger contre Paul Biya, perdent leur temps à s'acharner sur Maurice Kamto et à parler des sujets qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Monsieur Wilfried, j'ai encore une question avant la dernière. Actuellement, on observe un cataclysme politique au niveau du mandat impératif. Est-ce que ce qui se passe Ah, apparemment, ça ne m'était pas destiné. Bon, ok, si ça ne m'était pas destiné, on passe dessus. Oui, alors, la question. tout autour du mandat impératif nul, le RDP, sachant que le RDPC est l'un des partis des principes, parmi les autres partis, est l'un des partis qui a bénéficié en grande partie de ce mandat impératif nul. Est-ce que si aujourd'hui le Cameroun, le RDPC venait à partir au contentieux ou alors devant le Conseil constitutionnel avec le professeur Maurice Kamto concernant cette question de mandat impératif nul, est-ce que ce ne serait pas là une occasion de faire tomber l'état profond pour le professeur Maurice Kamto, le connaissant constitutionnaliste et sachant que le RDPC est l'un des partis qui a bénéficié au maximum de ce mandat impératif nul? On me demande de m'excuser auprès de Nathan. Évidemment, je ne vais pas m'excuser. Quand on voit un nom sur TikTok, on ne sait pas qui est qui. Et je reçois tellement d'adversité dans les commentaires que je suis désolé de ne pas pouvoir distinguer entre celui qui s'adresse à moi et celui qui s'adresse à quelqu'un d'autre. Si je suis en train de parler et que quelqu'un écrit en commentaire avec le tu, automatiquement, la déduction logique, c'est que, voilà, ça aurait été un biaïste que ça n'aurait pas été différent. Donc voilà. Si ce n'est pas à moi qu'il s'adressait, j'ai dit, on passe dessus. Maintenant, c'est valable par ricochet. Il y a tous ceux qui pensent ce genre de choses en s'adressant à Maurice Kamto, comme quoi il aurait modifié la Constitution ou ce genre de choses. Au moins, ça nous a permis de faire un petit rappel des faits sur les détails de la disposition en question. Alors, cher Laurent, le mandat impératif, effectivement, le RDPC est le parti qui en a le plus bénéficié. Et tout à l'heure, tu m'as entendu te dire que les biaïstes sont des malades mentaux. Tu ne peux pas appliquer le mandat impératif à corps et à cri et te plaindre que le mandat impératif existe. Enfin, tu peux pas appliquer le mandat représentatif et te plaindre que le mandat impératif existe. En 2018, Franklin Gifford Afangui, qui avait créé son parti quelques mois avant les élections, s'est porté candidat à la présidentielle. Il n'avait pas les 300 parrainages. Il avait bénéficié d'élus d'autres formations politiques. On nous casse les oreilles avec des choses qu'on voit tous les jours. Parce que le Cameroun est un pays de haute sorcellerie. Et quand vous me voyez appeler Magloire Ondoa, Onin Guinée-Luison et Somba des criminels, en dépit de tout leur background académique, c'est parce que je ne supporte pas ce niveau de vice. Je ne supporte pas ce niveau de cynisme. Il y a des choses qui en principe ne nécessitent aucun débat, et même si tu n'aimes pas le MRC, tu dois trouver autre chose, un autre angle d'attaque, plutôt que de te ridiculiser comme ça, alors qu'on voit tous les jours comment il y a des transfuges d'un parti X, un parti Y, il y a le maire de Bafoussam qui est venu avec ses élus municipaux RDPC, il y a le maire de Dibambari, il y a monsieur Justin Béjedi qu'on a vu défiler le 20 mai en tenue du RDPC, or il vient du MPCN, il y a des gens comme monsieur Edimond Dombe qui avait démissionné du SDF pour allier le RDPC, il y a avant lui, monsieur Apka Amoum en 2015, il y a monsieur Polaya Abiné qui avait créé sa formation politique et était devenu l'élu de sa formation politique. Et la formation politique a présenté un candidat et bon, le candidat c'était lui-même pour le coup. Et voilà, donc il y a toutes ces choses-là où on regarde, on se dit mais c'est quoi cette bêtise? Il y a le cas ivoirien où Laurent Gbagbo, j'étais d'ailleurs très heureux de voir qu'Edmond Kamkia avait repris mon exemple sur l'émission Droit de réponse de dimanche dernier, après que j'ai fait ma vidéo de réponse à Romain Guigny dessus. Le PPACI de Laurent Gbagbo, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, n'avait pas participé aux législatives de mars 2021, parce qu'il n'existait même pas encore. Le PPACI voit le jour en octobre 2021, le 18 octobre, et le PPACI récupère 18 députés d'une formation politique et PLA en coalition avec le PDCI de Henri Conan Bédier,
le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, donc le PDC et RDA, et les 18 députés du fameux parti coalisé, le EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, ont tous démissionné du EDS et ont tous allié le PPSCI. Et aujourd'hui, le PPSCI n'a pas de problème de porter un candidat à l'élection. Si on muselle la candidature de Laurent Gbagbo pour les affaires pénales sur lesquelles il n'a pas encore été amnistié, le PPSCI prendra un autre candidat pour la présidentielle d'octobre. Du 25 octobre 2025. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est des choses qui se passent sous nos yeux sur lesquelles il n'y a aucune raison de débattre, d'autant plus que c'est un simple copier-coller des dispositions de la métropole. En Côte d'Ivoire, c'est l'article 96 de la loi du 8 novembre 2016 qui dit que tout mandat impératif est nul. Au Cameroun, c'est l'article 15 alinéa 3 de la loi du 18 janvier 96. Et au début, en Côte d'Ivoire, c'était l'article 35 de la loi du 4 mars 3 novembre 1960. Et au Cameroun, à l'époque, avant la réforme de 96, c'était la loi du 4 mars 1960. À l'époque, c'était l'article 8, parce que tout ça est copié de l'article 27 de la Constitution du 4 octobre 58, initiée par le général de Gaulle en France, dont on débat sur de la sorcellerie. Et ce sont des criminels qui viennent sur la place publique torturer les oreilles des Camerounais avec des choses sans queue ni tête, parce qu'on les envoie faire du nombrilisme, défendre les villages et le clan, ou encore leurs petits avantages de service sur l'autel de l'avenir académique de nos concitoyens. Donc en fait, la population a déjà réglé ce contentieux, et je rassure les uns et les autres. C'est-à-dire, je rassure les uns et les autres sur le fait qu'il n'y a aucun moyen d'empêcher la candidature du MRC. De toute façon, on a vu le peuple se mobiliser. Il y a Douala, ce ne sont pas les escouades policières ou je ne sais quoi qui empêcheront qui feront qu'on muselle la candidature de Maurice Kamto. C'est la loi. Et le régime Biya, même si on leur donnait le missile nucléaire, le nouveau Satan 2 de Vladimir Poutine, n'aurait pas la possibilité, en vertu de la loi, d'empêcher Maurice Kamto de se porter candidat. C'est-à-dire, c'est impossible. Nous avons tout examiné, nous sommes même devenus meilleurs que les juristes soi-disant confirmés. Parce que quand Onangimi croit s'en sortir en vous disant que non, la disposition qui dit que tout mandat impératif est nul ne concerne les députés, ne concerne que les députés, parce que c'est sur le chapitre qui parle de l'Assemblée nationale, il faut lui rappeler que de 1, le RDPC prend des transfuges conseillers municipaux d'autres partis politiques, dont soit le RDPC assume la violation de loi et on dissout le parti parce que c'est un parti criminel, puisqu'il viole la Constitution depuis des années en prenant des élus municipaux à l'appel d'autres formations politiques, ça c'est d'un. De 2, l'article 178 du Code électoral qui parle de la déchéance des conseillers municipaux ne mentionne nulle part que parmi les motifs de déchéance d'un conseiller municipal, il y a l'exode politique. C'est-à-dire, l'article 178 ne dit pas que on peut enlever le titre de conseiller municipal à quelqu'un, le mandat de conseiller municipal à quelqu'un parce que il a démissionné d'un parti politique et a rallié un autre. Ça ne figure pas du tout parmi les motifs de destitution dont de facto tout mandat impératif est nul, y compris pour les conseillers municipaux. Donc en fait, voilà, c'est un contentieux que le peuple à régler, c'est un non-événement et la candidature de Maurice Kamto en octobre ne souffre de rien. Je te rassure d'ailleurs avec une très bonne nouvelle, tu voulais savoir comment va le président. J'ai parlé avec lui aujourd'hui, quand il est arrivé à Yaoundé, il va très bien, il n'y a aucun problème, il est très serein et soyez-en certains qu'il parlera aux Camerounais qui se sont mobilisés pour lui, notamment à Douala ces dernières heures. Il fera une sortie dans les jours qui viennent, certainement, à coup sûr, et voilà, pour exprimer sa reconnaissance et quelque chose qui va dans ce sens, ou à minima, il vous fera un texte écrit. Il va très bien, c'est le chemin vers la victoire, il l'a dit lui-même, les heures les plus sombres de la nuit sont les plus proches de l'aurore, donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Merci beaucoup, monsieur Wilfred. Nous sommes bientôt au terme de notre rencontre. Est-ce que vous avez un mot au regard de tout ce qui s'est passé récemment, que ce soit au Cameroun, que ce soit à Paris, et que ce soit même au sein de la formation politique MRC et de l'opinion publique et même la partie civile? Quel est le message fort
que vous pouvez envoyer en tant qu'homme politique aujourd'hui et militant d'une formation politique, d'un parti politique qui aujourd'hui rassure davantage les Camerounais sur le changement? Ok, je vais répondre, je vais profiter pour répondre comme mot de la fin, à nos agitateurs qui sont là en commentaire. Tu sais, pendant que je parle, j'arrive à regarder aussi les commentaires et je souris beaucoup. Il y a beaucoup de zèle. Bon, il y a Révolution 237 par exemple qui demande si on compte sur le peuple ou sur les influenceurs ou je ne sais pas quoi, bref, pour changer. Les gens n'ont pas compris, il n'y a jamais eu de changement sans le peuple. Jamais, jamais, mais jamais. Ça n'a jamais eu lieu. Never. Donc, si tu ne comptes pas sur le peuple, tu ne vas pas accéder au pouvoir. Impossible. Quand tu mènes une révolution qui n'est pas soutenue par le peuple, tu tombes très vite. Tu ne fais pas long feu. Tu as des Idi Amin Dada en Ouganda, tu as des Ceausescu en Roumanie, tu as des Augusto Pinochet au Chili, tu as des gens comme ça qui sont arrivés au pouvoir, qui ont même régné un certain nombre d'années, mais dont la fin a été tragique et qui sont d'ailleurs aujourd'hui dans les poubelles de l'histoire parce que ils n'étaient pas soutenus, ils n'étaient pas portés par le peuple, ils avaient intimidé, muselé le peuple et c'est pour ça que leur révolution n'a pas donné. Quand tu regardes au Burkina Faso, ce n'est pas aujourd'hui que les militaires accèdent au pouvoir. Les militaires ont accédé au pouvoir après la chute de Blaise Compaoré. On avait établi une transition avec Michel Kafando et tu as eu Gilbert Diendéré qui faisait partie du RSP, le régiment pour la sécurité présidentielle de monsieur Blaise Compaoré. Diendéré et ses amis, ne voulant pas perdre les avantages dont ils bénéficiaient au sein du RSP, ont cru bon de mener une révolution contestataire et de forcer le destin en se proclamant président de la République. Mal lui en a pris, le peuple ne l'a pas suivi du tout et il a été condamné à perpétuité. Aujourd'hui, il est en prison. C'est au Burkina Faso. Or, dans le même Burkina Faso, monsieur Ibrahim Traoré a fait exactement la même chose. Il a fait exactement la même chose et aujourd'hui, il est le président le plus aimé d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il a été soutenu par le peuple. Même les révolutions populaires dont vous parlez ne sont pas possibles si le peuple n'est pas mûr politiquement, si le peuple n'est pas éduqué politiquement. Les gens qui viennent en profil masqué et qui se font passer pour des révolutionnaires ou des gens qui vous parlent de révolution alors que jamais eux-mêmes tous leurs actes sont des actes pacifiques, des actes par les urnes, des actes je ne sais quoi. Voilà, c'est de la roublardise, c'est des gens à ne pas écouter, c'est des gens d'ailleurs dangereux qui veulent vous conduire vers des sentiers où vous allez échouer et ça va amenuiser votre combat et eux, ils vont essayer d'exister à travers vous. Je pense à votre concitoyen dont vous m'avez posé la question ici, enfin concitoyen. Selon les lois de la République actuelle, il ne l'est même pas. Même si nous souhaitons la plurinationalité au Cameroun si la MRC prend le pouvoir. Donc la bisexualité politique dont je parle quand j'évoque par exemple Franklin Nyamsi, c'est à ce niveau-là des gens qui aujourd'hui soutiennent la peste, demain soutiennent la santé, après-demain soutiennent le sida, la semaine d'après soutiennent la forme, ils soutiennent à la fois la maladie et le bon état du métabolisme parce que voilà, selon leurs humeurs personnelles ou selon l'orientation de leurs intérêts pécuno-gastriques. Donc c'est ça, la méfiez-vous de ces révolutionnaires en papier mâché qui ne font aucun acte dans la direction de leur révolution et qui veulent que vous réalisiez leurs rêves. Nous, on réalise nos rêves à nous, le changement dans la paix et par les urnes, parce que nous aimerions bien que tous les Camerounais bénéficient de ce changement. Y a-t-il déjà assez de Camerounais comme ça alors qu'il n'y a même pas encore de combat, de contestation violente? Si on entre encore dans ce jeu, ça va coûter davantage de vie aux populations et ça va peut-être servir de légitimation à Paul Biya de mater et encore plus les Camerounais. C'est un parti qui n'a pas de programme politique, dont vous leur offrez le terrain de la violence. Évidemment, ils excellent dedans. Vous entrez dans leur jeu là où ils sont meilleurs que vous. Et donc voilà, et on ne veut pas perdre des vies sur ce mécanisme. Changement dans la paix par les urnes, c'est rapide, c'est dans 4 mois. Il suffit de se mobiliser en grand nombre pour les inscriptions, d'aller voter en grand nombre, de cotiser en grand nombre dans les plateformes de contribution au Cameroun comme en diaspora et d'aller défendre les votes le moment venu. C'est la seule issue, c'est le seul type de révolution.
Gardez à l'esprit au moment même où je parle et quand nous faisons nos conférences, les éléments des services de renseignement camerounais sont actuellement connectés dans ce live et nous écoutent. Les policiers qui défendent le village à Tangana, Oona, Ombessa, à Bosolo et consorts, ils sont bien là connectés. L'œil rouge injecté de sang avec la volonté d'en découdre avec les Bamileke parce que pour eux c'est une question de tribu. Il y a tout type de spectateurs actuellement parmi ceux qui nous écoutent et justement ils n'ont absolument pas l'intention de laisser Maurice Kamto accéder au pouvoir. Bon, c'est une forte mobilisation populaire, un fort contrôle de l'élection, une forte surveillance des votes et la consignation, la compilation des résultats avec vidéos à l'appui bureau de vote par bureau de vote qui nous permettront de faire tomber ce régime sans effusion de sang. Ceux qui ont d'autres méthodes, qu'ils les utilisent, on ne les en empêche pas, mais qu'ils nous foutent la paix et nous laissent utiliser les nôtres. Donc, mon message c'est que le pouvoir appartient au peuple et ce n'est pas qu'un slogan, c'est une réalité. Merci énormément, monsieur, d'être passé sur le panel de l'Europiana et pour vos interventions. C'est toujours un véritable régal de vous avoir ici et d'avoir votre savoir à portée de main et à portée de tous. Je remercie tous ceux qui ont participé à ce live. Nous nous reverrons certainement à une autre occasion avec M. Fede Tanga pour plus d'autres questions sur le MRC, sur la vie politique au Cameroun. C'était l'Europiana. Sur Datex. Faut qu'on va continuer. Et par respect, je vais d'abord laisser M. Fede Tanga avant de fermer le panel. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Donnons-nous rendez-vous certainement demain, ou du moins dès que c'est possible. Merci pour les cadeaux. Je suis, comme toujours, je le dis et je ne le dirai jamais assez, nous devons plus que rester concentrés, plus que rester mobilisés. Vous avez vu aujourd'hui les témoignages qui ont été faits ici par ceux qui ont été emprisonnés au Cameroun.